Tu vois ici la courbe de traction typique d'un métal, où σ0 est la limite élastique. Si on s'arrête au point A et que l'on décharge l'éprouvette, tu constates que le matériau se décharge élastiquement. Une fois l'éprouvette totalement déchargée, tu as une déformation résiduelle, εp, appelée déformation plastique. Lorsqu'on recharge l'éprouvette, la courbe suit le même chemin qu'à la décharge jusqu'au point A, où là, elle rentre de nouveau dans le domaine plastique. Tu comprends que la déformation plastique a produit une augmentation de la limite élastique, de σ0 à σa. On a donc écroué le matériau. En tout point de la courbe, on peut décomposer la déformation totale en une déformation plastique, εp, et une déformation élastique, εe. Tu n'as qu'à tracer la décharge élastique pour trouver les valeurs de déformation élastique et plastique. Et pour trouver la contrainte, tu utiliseras la loi de Hooke avec la déformation élastique. En effet, seules les déformations élastiques produisent des contraintes. Tu sais que pour décrire la courbe de traction dans le domaine élastique, on utilise la loi de Hooke. Pour décrire l'évolution de la courbe dans le domaine plastique, on utilise une fonction d'écrouissage R, qui donne la limite élastique pour chaque valeur de la déformation plastique. On parle de plasticité parfaite lorsque la limite élastique ne change pas. Le domaine plastique est une droite constante égale à R0. On parle d'écrouissage linéaire lorsque l'évolution de la limite élastique est linéaire. Tu as de la consolidation lorsque la pente est positive et de l'adoucissement lorsque la pente est négative. La plupart du temps, l'écrouissage est non linéaire et il sature. Tu pourras le modéliser à l'aide d'une fonction exponentielle. Pour décrire le comportement plastique réel, tu peux combiner plusieurs types d'écrouissage. Tu sais que l'on a de la déformation plastique lorsqu'on dépasse la limite élastique. Je suis sûr que tu as deviné qu'en compression, on plastifie lorsque la contrainte est inférieure à moins σ0. Maintenant, si l'on effectue une charge jusqu'au point A suivie d'une décharge, tu sais déjà que l'écrouissage produit l'augmentation de la limite élastique de σ0 vers σa. Mais tu observes également que la limite élastique σc lors de la décharge n'est pas égale à moins σa. C'est l'effet Böchinger. Ici, σa et σc délimitent le domaine élastique. Tu distingues ici deux types d'écrouissage, l'écrouissage isotrope et l'écrouissage cinématique. Sur ces figures, tu vois une courbe en tréfort qui correspond à l'évolution de la limite élastique en traction en fonction de la déformation plastique. Tu as remarqué que seules les courbes en très fin diffèrent. Ces courbes représentent la limite en compression. Tu observes que pour l'écrouissage isotrope, l'évolution des limites élastiques est symétrique. Tu vois que pour l'écrouissage cinématique, la limite en compression suit la même tendance que la limite en traction. Dans ce cas, le domaine élastique se déplace. Tu réalises également que la taille du domaine élastique ne change pas, contrairement au cas de l'écrouissage isotrope. Maintenant, je vais te parler de viscoplasticité. Tu visualises ici l'effet de la vitesse de déformation. Plus l'on tire vite, plus il est difficile de déformer plastiquement le matériau. La température produit l'effet inverse. Tu vois sur cette figure que plus la température est élevée, plus la limite élastique est faible. Dans cette vidéo, tu as vu que la déformation se décompose en une partie élastique et une partie plastique. Tu sais déjà que seule la partie élastique produit des contraintes. Tu viens d'apprendre qu'il y a deux types d'écrouissage, l'isotrope et le cinématique. Je t'ai présenté également l'effet Böchinger qui se modélise, comme tu l'as deviné, par un écrouissage cinématique. Tu as vu également l'influence de la température et de la vitesse de chargement sur le comportement plastique.